la rôdeuse de la mer et du feu. Chapitre 12. Lilou. Je ne vois pas pourquoi Araki s'est si remontée contre moi ce soir. En fait, je ne comprends pas non plus pourquoi elle ressent toujours le besoin de me pousser à bout. Elle prend un malin plaisir à me provoquer, à tester mes nerfs, comme si chaque regard noir et chaque pic échangé la rapprochait de moi. Est-ce là son étrange manière de me dire qu'elle m'aime? Parfois, je me demande si elle se rend compte de l'impact de ses paroles, aussi acérées qu'une lame. Ce soir encore, elle a trouvé le moyen de m'énerver suffisamment pour m'arracher des larmes. Et puis, elle m'a écouté. Quand je lui ai parlé de ma rencontre avec Eridan, durant un court instant, j'ai senti quelque chose d'indescriptible dans son expression. Elle a eu un éclair dans son regard, un bref silence, qui m'a laissé croire qu'elle s'inquiétait réellement pour moi. Enfin, jusqu'à ce qu'elle éclate de rire et me taille à nouveau sur ce baltringue bien gaulé. Ma sœur est ainsi capable de me hisser vers les cieux, de me rappeler que je compte pour elle, que je suis son monde, tout autant qu'elle peut me renvoyer en plein abîme d'une seule invective, me faisant douter de ce que je vaux vraiment à ses yeux. Cette divergence dans son comportement, dans ses mots, dans ses réactions, a le don de me mettre hors de moi. Je ne sais plus comment m'y prendre avec elle. Ça va? La voix de ma sœur araignée me sort de mes rêveries. Hein? Tu fixes la porte de la guilde depuis 5 minutes. Je tourne la tête et me rends compte que je suis devant le porche d'aurore éternelle. 2 torches l'encadrent. Leur chaleur me ramène brutalement à la réalité, comme si j'avais erré dans un autre monde. Oui, je repensais à... Je laissai ma phrase en suspens. Inutile de ressasser la raison de notre dernière prise de bec. Je pousse la porte et entre, Araki sur mes talons. Je traverse la cour intérieure et guide mes pas vers mes appartements. De pâles brumes miroitent dans les jardins, telle une humble mer de vapeur argentée sous laquelle roulent les eaux fraîches des canaux qui alimentent le bassin du patio. L'air est vif, et, en atteignant ma chambre, une brise soudaine souffle dans mes cheveux et agite ma cape. J'entre. La pièce est exiguë. J'éclaire d'un petit claquement de doigts les bougies d'un chandelier et referme la porte. Sous la fenêtre entr'ouverte, un bon lit douillet me tend les bras. Les draps frais embaument légèrement le lin et le savon. Mon père a sûrement demandé à les changer, comme s'il savait que j'aurais besoin d'un peu de réconfort ce soir. Plusieurs volumes sur un rayonnage côtoient un grand tableau signé Maria, une femme qui m'a payé un service avec ce présent et qui parcourt maintenant les routes avec son compagnon ménestrel. Mon diplôme de l'académie trône discrètement sur le mur en face, encadré dans un bois sombre. Une table de chevet et une commode terminent l'ameublement de ma chambre. C'est spartiate, mais c'est chez moi. Alors que je m'assois sur mon matelas, j'aperçois un mot de mon paternel sur la table de nuit, accompagné d'un petit ouvrage à la couverture de cuir. Je lis rapidement le message. Mon père est allé voir le flambellan. On va avoir l'honneur d'être escorté par un membre des Poussières d'étoiles. Commençai-je à voix haute d'un ton sarcastique. Il me passe également un nouveau bouquin. Chronologie antique Myrme. Ma sœur fait la moue sans répondre. Je grimace. Tu vas me faire la gueule encore longtemps? Surinai-je, exaspéré. Elle reste muette et s'installe lourdement près de mon lit, ses pattes frémissantes, tapotant distraitement le sol, comme si elle pesait chaque mot qui pourrait m'atteindre. Avec sa carrure, elle remplit quasiment la moitié de la pièce. Ses prunelles scrutatrices semblent sonder mes faiblesses, réveillant un mélange de défi et de crainte au fond de moi. Tu sais, finis-je par dire après une longue minute de silence, Poussinette est une marque d'affection pour moi. Je ne l'utilise pas pour t'énerver. Elle serre la mâchoire, comme pour retenir une de ses phrases acerbes. Je reprends. C'est un peu comme quand tu m'appelles Belette. Je sais, rassure-toi, c'est pas ça qui m'a énervé. Son ton est presque doux, ce qui me fait lever un sourcil d'étonnement. C'est ta désinvolture qui me gave, lâche-t-elle. Partin? C'est l'hôpital qui se fout de la charité, non? Elle ébauche un sourire, mais finit par rire de sa grosse voix. Mais carrément. Sauf que moi, je peux me le permettre. On joue pas dans la même cour, Belette. Moi, je suis un monstre, dans tous les sens du terme. Et toi? Elle m'examine de haut en bas. Toi, t'es qu'une humaine. Certes, une humaine hors du commun, mais bon, une humaine, quoi.
Moi, j'ai quand même un certain swag de ouf à entretenir, tu vois. Je prends son compliment avec un sourire. Aujourd'hui, ils sont plutôt rares. Et en quoi ai-je été désinvolte demandai-je. Je dois commencer à quel moment de ta vie? Non, car il y a de quoi remplir des kilos de parchemin sur ta stupidité. Je fais la moue, plissant les yeux. Ben voyons. Alors, je vais pas te faire l'historique complet de tes niaiseries, sinon on en aurait pour des jours. Attaquons seulement les dernières 24 heures. De 1, t'as foncé tête baissée face au Kirk. Bon, à ta décharge, c'était des baltringues, donc ça compte pas vraiment. Mais le lendemain, t'as fait la même chose avec cet écorcheur en papier mâché, et t'as failli y rester. Inconsciemment, je pose ma main sur mon épaule. J'ai oublié mon bandage d'aller bain. Le nettoyeur veut me maudire. D'ailleurs, tu me montreras ta blessure avant de pioncer, histoire que ça ne s'infecte pas. Je souris. La Arrakis protectrice est là. Puis, il y a eu ce trou de balle au terme, reprend-elle. Un gars qui a un haki assez puissant pour te faire baver. Il avait pas de haki. Ma voix est plus forte que je ne l'aurais voulu. Ça, c'est toi qui le dis. Moi, j'en mettrai pas mes pattes à couper. Mais bref, tu les enchaînes les conneries, non? Je ne suis pas responsable de cette rencontre avec Eridan, marmonnai-je. C'est lui qui est venu vers moi. Je te rappelle que t'es une ondine. T'aurais pu te barrer sous l'eau et attendre qu'il se casse. Non, dis-je en secouant la tête. Je te jure que j'ai essayé. On en revient donc au fait qu'il devait avoir un haki. Pourquoi un aurore m'aborderait-il sous haki? Parce que c'est un homme, répond Arrakis d'un ton inquisitorial. Un novice arrive à la guilde et tente de me foutre dans son pieu sous aura. Tu penses vraiment qu'il risquerait sa place chez nous pour ça? En plus, je suis loin d'être la plus belle femme de la ville. Là-dessus, on est d'accord. Ma main vole et frappe le haut de son crâne violemment. Arrête, t'es pas cool. Quoi? Quand je suis pas d'accord avec toi, t'es pas contente, et quand je le suis, t'es pas contente aussi, faudrait savoir. Arrakis la relou a pris la place de l'autre. Ça n'aura pas duré longtemps. Un silence s'installe entre nous. Mais avant que mes pensées ne dérivent à nouveau, l'abdomen velu de ma sœur se tourne vers moi. Inutile de tergiverser, et j'ôte mes vêtements. Je lui présente ma blessure. Aussitôt, comme ce matin, un filet de soie jaillit de son postérieur, et les filières se mettent au travail. Finalement, la protectrice est encore un peu là. Je souris et me couche sur le dos, les bras derrière la tête. Un jour, tu pourras me dire que tu m'aimes, tu sais. Et pas seulement quand tu dois te faire pardonner, la sermonnai-je. Je lui fais un clin d'œil et continue. L'amour n'est pas une marque de faiblesse entre sœurs. Elle pouffe. Je n'ai pas besoin d'exprimer des choses aussi évidentes. Tu le sais que je t'aime. Inutile de palabrer des lustres là-dessus. Elle se penche alors sur ma table de chevet et pousse le livre avec un de ses pédipalpes. Ton père a bon goût. Je lui ai demandé de trouver un autre bouquin que ton éternelle encyclopédie, et je vois qu'il m'a écouté. Tu l'as croisé quand? Ce soir? On peut dire ça comme ça, rétorque-t-elle en éludant la question. Pendant que tu étais au terme, je suis pas resté à slacker, tu sais. Je suis allé faire un tour et j'ai rencontré ton baron. Est-ce un crime? Non, non. Et donc mon père a bon goût. Oui, les myrmes me fascinent. Elles étaient autrefois des visionnaires, et leur disparition est un rappel brutal des périls que l'ignorance peut causer. Elles étaient tellement visionnaires qu'elles n'ont pas vu leur propre extinction arriver, ricanai-je. Tu ne devrais pas parler des choses que tu ne connais pas, sœurette. Mais les femmes fourmis étaient comme vous. À ceci près que pour elles, personne ne les avait prévenues de la catastrophe qui les guettait. Or, vous faites fi des erreurs du passé, et courez à votre perte alors que les myrmes vous ont pourtant averti. J'arque un sourcil. Oui, Belette, vous regardez les runes myrmes de Menris avec admiration, mais vous ne faites rien pour les interpréter. Vous fermez les yeux sur votre avenir. Les femmes fourmis ont disparu, Arrakis. Il y a des milliers d'années de surcroît. Elle secoue la tête, agacée par mon pragmatisme. Commence pas à lire le bouquin de ton baron, me coupe-t-elle. Tu y apprendras beaucoup sur les origines de notre terre et du pourquoi elles ont été anéanties. Tu comprendras par ailleurs que les myrmes savaient qu'elles allaient être balayées, mais qu'elles ne l'ont pas été en vain. On peut même dire que si Tella tourne rond encore aujourd'hui, c'est grâce à elle et aux géants. Je prends l'ouvrage et l'examine un instant. Sur sa couverture bleu nuit, reliée d'un liseré doré, apparaît le nom de son auteur. Chapeau-Lion n'est pas réputé pour être très crédible par les érudits pourtant, marmonnai-je. Chapeau-Lion était un grand homme. Les punais ont peur de ceux qui ne pichent pas et de ceux qui sont différents. Chapeau-Lion, Coparnis, Galiré ou Autodame, c'est kiff-kiff. Ils sont tous morts pour leurs idées, alors qu'ils tentaient de vous faire ouvrir les yeux. Je ricane. Tu te ranges du côté des illuminés, maman. Qui sait?
rit-elle à pleines dents en sortant par la fenêtre. Allez, bonne nuit, Frangine. À demain. Je la salue à mon tour alors qu'elle disparaît dans les ténèbres, en bondissant de bon en toit, aussi silencieuse qu'un chat en maraude. Épuisé, je me déshabille et me glisse sous les draps frais. Leur contact sur ma peau me fait frissonner de bien-être. Le sourire encore aux lèvres, couché sur le côté, la tête posée sur mon bras replié, je regarde en m'endormant le livre, trônant sur ma table de chevet. Encyclopédie des savoirs anciens. Aurore éternelle. Guilde d'aventuriers. Aurore éternelle est une guilde d'aventuriers qui propose ses services pour une multitude de tâches, allant de l'escorte de nobles et de commerçants à des missions plus périlleuses, telles que la recherche d'artefacts, la chasse au kirk ou la traque de Kurokage. Fondée en l'an 2008 par Vindicael, le sauveur de Masqueria, Aurore éternelle a émergé dans un contexte de crise. Avant de devenir le leader charismatique d'une nouvelle ère, le dirigeant actuel des Aurores était une simple recrue, au sein de Rédemption, une structure concurrente des Poussières d'étoiles. Sa vie prit un tournant tragique lorsque son maître de guilde, Serafika, un roublard séraphin connu pour sa sagesse, sombra un jour dans une rage meurtrière. Sous son impulsion, Rédemption lança une attaque dévastatrice sur Masqueria, entraînant l'assassinat du flambellan et des responsables des patrouilleurs. Face à cette folie, plusieurs aventuriers, dont Vindicael, se rebellèrent. La bataille de Masqueria fut un affrontement sanglant, où l'héroïsme et la détermination des résistants permit de faire tomber la tyrannie. Après cette victoire, le paladin Phénix rassembla les survivants de Rédemption, ceux qui n'avaient pas succombé à la démence de leur ancien maître, et créa Aurore éternelle. Cette nouvelle compagnie se construisit sur des valeurs d'honneur, de camaraderie et de respect mutuel, réunissant les 6 membres fondateurs qui forment encore aujourd'hui son corps officier. Vindicael, Kramtar, Strakun, Knight, Moadib fils et Tirikti. Au fil des 24 années qui suivirent, Aurore éternelle participa activement à la reconstruction de la cité de pierre, s'imposant rapidement comme l'une des guildes les plus influentes et rentables de la région. Ses membres, reconnus pour leurs compétences exceptionnelles, s'illustrèrent dans diverses missions héroïques, renforçant ainsi leur réputation. Malgré les nombreuses propositions d'alliance avec d'autres cités-États, le fondateur des Aurores, clairvoyant et fidèle à sa ville natale, refusa toutes ces offres, préférant rester aux côtés de ses compagnons. Aujourd'hui, Aurore éternelle est l'une des plus grandes organisations du mi-temps central, bien qu'elle demeure derrière les géants que sont Parangon, Millennium, Méthode et Vogue. Elle continue de jouer un rôle crucial dans la dynamique des guildes, et beaucoup d'aurores sont célébrés comme de remarquables aventuriers, respectés et craints à la fois. Face aux ténèbres grandissantes, l'héritage d'Aurore éternelle, courage et solidarité, reste plus nécessaire que jamais. Par Sir Dareden, maître du savoir de Massilia.